Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de La Cloche en compagnie de... Ali, de Catch Club, de Christophe, de Ajus et bien sûr... des pops de Ali, de Catch Club. Comment ça va les pops? Oh, cette semaine, ça va. On aime le monde. On a trouvé un coin pour aller se faire vacciner. On veut le vaccin dans les fesses. Normalement ils le font dans le bras. Ouais, mais nous on a demandé dans les fesses. Et vous allez toutes vous faire vacciner? Ouais, nous on est pour le vaccin, on est pour le gouvernement, on est pour le complot, on aime tout le monde. Merci. De rien. Vous avez vraiment rien à dire cette semaine? Absolument pas. On aime juste la vie. Parce que les gens disent on fait un heel turn, mais on fait pas un heel turn. C'est juste Ajus et Ali qui sont des cons. Vous, on vous aime le public. Merci. De rien. Bonjour Ali, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à La Cloche. Les cons vous accueillent Oui, comme chaque semaine c'est nous. pour revenir sur l'histoire de la WWE. Actuellement, on est en 2017. Oula, oui mais attention. Mais comme d'habitude, on va commencer par 2-3 petites choses. Ouh là D'abord un petit message Oula, pour attendez. toutes les personnes. Je mets la capuche, c'est maintenant ou non? C'est Attends. maintenant, c'est maintenant. C'est sûr? Ouais, c'est sûr. Je mets la capuche. Non, c'est pas pour être méchant, bien entendu, mais une petite précision pour toutes les personnes qui regardent La Cloche cette semaine. Faut comprendre que Christophe et nous, on prend du temps sur notre semaine. Alors Christophe et nous, ouais, il parle Christophe de lui et moi. et les cloches. Non, non, mais et les cloches. Et les pop. Christophe et moi on prend du temps sur notre semaine pour faire l'émission, après il y a du montage, il y a le fait de le poster, etc. On a vu des médias, entre guillemets, qui se sont permis de voler des minutes de La Cloche et de les poster sur leur compte Twitter, juste pour faire le buzz et taguer quelques personnes. S'il vous plaît, veuillez éviter de faire ça, surtout sans nous demander la permission. À la base, ça ne se fait pas, sachant qu'en plus ça a mené à quelques réactions, si j'ai bien compris, derrière. Oui, bah tout à fait, hein, pour ne pas les citer, c'est nos amis de Couillon Nordique. Clin d'œil initial. Non, en plus, en vrai, c'est vrai que je connais au moins une personne chez eux que j'apprécie. J'en connais une deuxième qui nous avait interviewé en vue de l'illustration qu'il avait choisie. Ça m'a détruit la vie, les pay-per-view, il m'a émis avec une petite larme. Bon, je t'apprécie moyennement, mais j'ai hâte quand même de te revoir. Vous étiez d'ailleurs là, tous les deux, c'était du côté de Lille, quand il y avait les Iconics. Donc... il s'agissait de notre ami Monsieur Dream, Cyprien, qui a été touché par cet extrait joyeusement monté, qui effectivement, évidemment pour la mise en scène, c'est vrai que j'en rajoute un petit peu dans le côté oh là là, mais j'ai bien expliqué, il me semble dans la vidéo, tu me confirmes, enfin tu me dis si je me trompe, mais que l'expérience avait été extrêmement bonne et qu'en réalité il était extrêmement sympa Et très pro, mais très gentil, et que c'était vraiment un bonheur de bosser avec lui. Et il a vu simplement cet extrait et il m'a immédiatement écrit je suis vraiment désolé que tu aies eu une mauvaise expérience parce que moi j'avais adoré bosser avec toi et je me dis maintenant si d'aventure il a une autre opportunité pour faire quelque chose avec Monsieur Chiro et moi-même, c'est foutu. Là il va se dire de toute façon le mec on le fait bosser, il crache dans la soupe. Alors que c'était pas vraiment le but, c'est ce que j'ai essayé de lui expliquer par message. Le but était en réalité de vous montrer que même quelqu'un comme lui qui est habitué aux différents médias puisse finir par croire que Philippe et moi on soit un peu teubés, hein, pour parler comme dans les années 90, parce que c'est un peu les personnages qu'on joue à la télévision. Ça n'empêche pas de dire qu'on est quand même un peu teubés aussi, faut être honnête, hein, c'est comme dans le catch, chacun joue son personnage, volume 110, donc oui, je suis stupide bien sûr, que je suis un peu beauf, mais beaucoup moins. Je disais moi aussi. Ah non, ok, ça va, parce que je croyais que tu confirmais. Non, parce pas du qu'après, tout, moi bon, aussi. Donc, bien sûr, je l'espère beaucoup moins que ce que parfois je puisse laisser croire lors des émissions. Mais c'est vrai que on n'a pas trouvé ça très sympa, hein, parce que moi, ce qui m'a un petit peu, c'est vrai, gentiment agacé, parce que voilà, j'étais surtout triste pour Cyprien, parce que vraiment c'est quelqu'un de bien, et la preuve, le mec, 17 millions de... je dis un chiffre au pif, des dizaines de millions de gens qui le suivent, et il était quand même un peu triste que j'ai pu avoir une mauvaise expérience, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais je trouve ça dommage parce que les semaines précédentes, il n'y a pas eu de partage. Ouais. Je veux dire, on en est au combienième épisode? 57. 57e épisode, il n'y a jamais eu un seul partage, il n'y a jamais eu un seul tweet avec un extrait vidéo du truc. Il y a eu des insultes et des moqueries de mon côté, donc bref. Bon, après voilà. ça, je peux comprendre, je le côtoie, ça je cautionne. Mais non, mais voilà, c'est dommage. Enfin, merci de partager avec plaisir, bien sûr, mais toutes les semaines, pas simplement pour créer des problèmes avec d'autres gens, parce que, enfin, le monde du catch va déjà suffisamment mal.
pour qu'on ne soit pas obligé de se monter les uns contre les autres. Je pense, hein. Je vois parfois dans les messages des gens, notamment dans le coffre à catch la semaine dernière, Charlotte, je sais pas si elle regarde également La Cloche, mais qui dit oui, tu critiques tout le temps Taz, c'est parce qu'il est à la All Elite, tu critiques jamais Michael Cole, de toute façon, tout est bon pour critiquer la AEW. Non, je critique Taz parce qu'à l'époque de la ECW, il raconte n'importe quoi. Mais sinon, moi, la All Elite, franchement, je leur souhaite que du bien. À nos amis, encore plus, Norbert et Alain, mes collègues francophones, encore plus de bien. Et puis même aux États-Unis, parce que plus il y a de monde qui bosse, plus il y a d'effervescence, et plus les gens comme moi qui travaillons dans ce milieu ont d'opportunités de travailler. Exactement. Donc franchement, on va l'évoquer dans quelques instants avec les gens qui ne sont plus à la WWE. Heureusement que la AEW est là. Donc ne croyez pas que quand je peux ils tentent des trucs en plein milieu. Ne croyez pas que par exemple, dans le coffre à catch, je critique Taz parce que, ou je vais critiquer un catcheur qui n'est plus à la WWE parce qu'il est allé à la concurrence. Pas du tout, ça n'a rien à voir. J'essaye, mine de rien, quand même, de donner un peu mon avis. Excusez-moi. Pardon. Du coup, on va rebondir sur Tu l'actualité. peux enlever ? Tu peux enlever. Enfin, quoique, non, l'actualité. On va rebondir sur l'actualité parce que la semaine dernière, on a malheureusement dit notre avis sur Lost. On s'est fait démonter dans les commentaires. Désolé. Alors je tiens à dire qu'on critiquait pas la série. Comme on l'a expliqué, c'est juste qu'au début, en fait, il y avait énormément de signes et que tout s'explique pas forcément à la fin. Après, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de réponses à la fin. Mais justement, on parlait de Lost la semaine dernière parce qu'on parlait de potentiels signes dans les promos d'Aleister Black et on se disait que maintenant, c'est lancé pour Aleister Black. C'est enfin son grand moment à la WWE, son opportunité. Nous tournons cette vidéo donc jeudi 3 juin 2021. Ouais, moins de 24 heures après la gigantesque annonce. Moi, on m'a envoyé un SMS. Vince. Braun Strowman, oui, bien sûr. Vince m'écrit toujours quand il se passe quelque chose. J'ai plus de lait. Bon, ça, c'est souvent, malheureusement, et en plus, avec le décalage horaire, c'est souvent chiant, quoi. Parce qu'il prend son petit-déj, moi je suis déjà aux 4 heures. Non, on m'envoie un SMS, Braun Strowman, Aleister Black, Ruby Riott, qui d'autre encore Santana Garrett, Lana. Lana. Et donc Aleister. Tu l'as expliqué. Ouais, je l'ai cité Aleister en Black, numéro Braun 2, Strowman, viré. Murphy. Et ouais, Buddy Murphy. Ouais, bah ma première réponse c'était juste what ? Point d'exclamation, point d'interrogation, point d'exclamation, point d'interrogation. Et on m'a répondu oui. Donc, je suis allé immédiatement, parce que tous les mercredis soirs, je fais un peu la promo, parce qu'il y a plus de gens devant le coffre à catch que devant cette émission. Je participe à une émission Studio Zénith en direct sur Twitch, twitch.com/Studio Zénith. C'est tous les mercredis soirs à 19h en direct du Zénith de Strasbourg. Le salon VIP du Zénith de Strasbourg nous accueille, et on accueille des musiciens, des graffeurs, des artistes venus de tout horizon. Alors hier c'était vraiment de tout horizon. On avait Natacha Andréani qui est une chanteuse de la région, mais on avait également Théo Lavabo. Et ça c'est là où Chipolata. Alors, je sais pas si tu connaissais, il a vraiment fait un énorme buzz. Même moi je le connaissais, après je l'avais jamais entendu la chanson en vrai. Mais il était passé chez Hanouna, il était passé partout. La chanson c'est la Chipolata ? Oui, ouais, il fait de la chanson un peu humoristique. Déjà Théo Lavabo, il a tiré son nom parce que son grand-père lui chantait pour rigoler quand il était Beau plus le petit. lavabo de la gaffe. Exactement. Titre Et, mythique. et en réalité, c'est un garçon très sympa, très intelligent, photographe, réalisateur, qui s'est un peu lancé dans la zik pour déconner. Il a fait un incroyable talent, ce qu'il a rendu connu. Et c'était pour déconner. Et à la base, c'était une blague et c'est devenu un truc sérieux. Voilà, tous les mercredis, Studio Zénith. Mais on allait commencer l'émission, il était aux alentours de 18h, on finalisait la préparation. Très belle émission, hein. Je vous invite quand même à aller jeter un œil, vous allez voir, c'est quand même vachement bien fait, hein. La prod est bonne. L'animateur est mon cousin, moi je suis là pour lancer des vannes, donc vous imaginez que le niveau déjà baisse d'un coup, mais la prod est bonne. Non mais voilà, et on m'envoie ça à 18h, et donc je suis quand même un peu dans la préparation et tout. Tout d'un coup j'écoute plus ce qu'on me dit, je me dis c'est pas possible. Et je vais voir sur Twitter, et effectivement, c'est non seulement possible, mais c'est vrai. Honnêtement, j'ai reçu énormément, j'ai retweeté, certains l'ont vu, avec les yeux, tu sais, l'émoji, yeux un peu mouillés et une petite larme. Beaucoup de gens énervés, ce que je peux comprendre, beaucoup de gens tristes, déçus. Et honnêtement, je partage un peu votre émotion parce que, Lana, on l'adore avec Philippe, vraiment, depuis qu'elle était à la WWE, elle était très pote.
comme Rousseff, Miro, avec notre ami Tom Laroufa. Et donc de par ce biais, quand on les a rencontrés la première fois, ça nous a permis de discuter, d'échanger, de se moquer principalement de Tom, hein, parce que bon, il est quand même considéré comme un fou auprès de ses collègues, mais gentiment, hein, là, vraiment gentiment pour le coup. Mais voilà, et donc ça avait créé une relation. Lana semblait très heureuse, son association avec Naomi, elle a été très mise en avant, donc très triste. Braun Strowman aussi, bon, on n'a jamais eu la chance d'interviewer, mais voilà. Murphy, on a eu la chance, très sympa, très humble, un jeune homme vraiment très pro. Et puis Aleister Black, quoi. Aleister Black, c'était évidemment notre chouchou. Pour l'instant, on n'a pas de Parama, la NXT UK bien sûr, mais de Français en haut et de francophones européens. Donc Cesaro, Aleister Black, c'était un petit peu nos chouchous à nous, puisqu'ils connaissent tous les deux très bien la France. Mais alors, justement, tiens, ça me permet de rebondir, parce que hier soir, sur mon compte Twitter, quand j'ai posté la news, il y a une personne qui a commenté en disant, tiens, ça m'étonne pas, moi, j'étais en coulisses parfois à des shows ICWA, et Aleister Black était clairement pas cool avec les gens en coulisses. Alors je me suis dit, autant demander à Mister ICWA quand même en personne. C'est plutôt Booster quand même, hein, qui est quand même le bien grand sûr, patron, bien sûr, l'un des créateur et qui a tout fait. L'un des co-Mister. Moi j'ai surtout commenté les shows. Mais je veux dire, tu nous avais jamais, il me semble jamais que tu nous aies dit ce genre de choses. Alors non, après je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, on n'était clairement pas les meilleurs amis du monde, dans le sens où lui c'est vraiment quelqu'un de très sérieux, très bosseur, et moi c'était une période de ma vie où je suis encore un peu foufou, mais j'étais carrément foufou, j'étais jeune. Après le show, j'aimais bien aller à la buvette, discuter avec les organisateurs et tout, boire un coup. Et puis, avant le show, c'est vrai que j'avais beaucoup d'autres choses à faire et je m'occupais pas particulièrement de lui parce qu'il était suffisamment pro pour se gérer. Donc moi, j'allais voir les jeunes, les catcheurs français ou autres pour essayer de voir s'il y avait besoin de mon aide. Souvent, il n'y avait pas du tout besoin de mon aide. Mais par contre, non. Après, c'est vrai qu'il est extrêmement sérieux. Et extrêmement simple, enfin je veux dire pas du tout exubérant, pas du tout il part pas dans tous les sens, donc c'est vrai qu'il peut paraître peut-être un peu antipathique, mais de là à dire qu'il se comportait mal avec les gens, pas du tout. Enfin c'est vraiment quelqu'un de très pro, donc je veux dire c'est le mec qui va dire bonjour en arrivant à tout le monde, enfin vraiment les règles du catch quoi, et effectivement il va rester plutôt dans son coin et parler à son adversaire, mais et c'est pas quelqu'un que tu vas entendre éclater de rire pendant des heures et des heures. Mais il est pas désagréable. Mais non, pas du tout. Enfin, c'est ce qui me semblait. Pas à ma connaissance. En tout cas, il l'a jamais été devant moi et il l'a jamais été avec moi non plus. Mais je pense que si je pose la question à Colby, notre ami commun qui a pas mal bossé avec lui quand même, que ce soit dans le ring ou simplement sur les mêmes shows ou d'autres, je pense qu'ils diront la même chose. C'est quelqu'un qui est assez réservé. C'est le mot que je cherchais. Oui, je pense que peut-être que parfois ça peut être mal interprété. Surtout que dans le même temps, il venait souvent avec Tenqua, qui est son meilleur ami, et qui lui, qui est beaucoup plus festif, joyeux, c'est pas du tout le même caractère, mais le fait est qu'ils sont super potes, donc ça me laisse à penser que peut-être que dans l'intimité, quand il est un peu plus à l'aise, il sait aussi vraiment déconner. Mais quand il venait sur les shows, il était là pour bosser, hein. C'est ça aussi qu'on oublie parfois dans les shows en France, hein, c'est que... Ça taffe, quoi. Après, moi le premier, je l'oubliais, je veux dire, moi le premier, j'étais la déconne et tout, je faisais le con, mais en même temps, mine de rien, il y avait des gens qui payaient leur place, et souvent beaucoup plus que n'importe où ailleurs en Europe. Donc les mecs les catcheurs étrangers comme Aleister Black, pour lui c'était important d'être là, parce que, et c'est pas pour rien que une fois où il a eu l'occasion de le faire dans The Bump, il a immédiatement cité la ICWA, parce que pour lui, certes, il catchait la VXV devant 90, 150, 200 parfois gueudins fans de catch, mais la ICWA, ça a certainement beaucoup plus appris le métier parce qu'il était dans des salles de 500, 600 et pas que des fans de catch. Donc c'est là où tu dois te battre. Version WWE où tu as un public qui vient parce que c'est la sortie mensuelle, c'est pas cher, ça nous permet de venir en famille, on va boire un petit coup, manger une petite saucisse, mais le catch on s'en fout. C'est là que tu apprends à bosser vraiment, quoi. Parce que à la VXV, bien sûr, c'est classe. Les mecs sont comme des fous. Mais t'as rien à faire. T'arrives, les mecs sont déjà dingues. Ouais, c'est clair. Nous, on a fait des shows du dimanche après-midi où tu rentres. Le public est comme ça. Alors, faites du bruit! Non, pourquoi je ferais du bruit, connard? J'ai payé, maintenant c'est à toi, bosse un peu, là.
Enfin, et les gens ne disaient pas ça, mais ils te regardaient comme ça, quoi. Et c'est là que je pense, et c'est pour ça qu'Aleister Black a cité la ICWA, entre autres, c'est qu'il le sait, c'est que il a appris le métier, donc je pense qu'il prenait ça très au sérieux. Nous, ça nous paraissait normal, parce qu'on n'allait pas faire ces shows aux Pays-Bas ou dans d'autres pays où les foules étaient moins grandes, mais pour lui, c'était quelque chose de très sérieux. Donc non, pas du tout désagréable. Bon, peut-être, après, chacun le vit. Je ne traite pas cette personne de mentor, je ne sais d'ailleurs pas de qui il s'agit, mais il a peut-être été désagréable avec lui une fois ou deux, j'en sais rien, hein, mais en tout cas, pas à ma connaissance. En tout cas, c'est pas la réputation qu'il a. Il faut savoir qu'en ligne, il n'y a jamais eu de news par rapport à des incidents ou des mésententes non, parce avec qu'il est Aleister pro, Black. le mec il reste dans Parce son qu'il a coin. l'air d'être plutôt, oui, voilà. Le mec il pro, vient, il calme. bosse, il discute avec son adversaire son match, il donne des. Si on lui demande, il donne des conseils, il donne des directives si on lui demande. Mais si on lui demande rien, le mec, c'est pas le genre non plus à venir s'imposer. Ouais, je suis à Aleister Black, je boxe à la VXV, j'ai fait la CZ, je vais aller aux States. Pas du tout. C'est comme le Cesaro. Cesaro, c'était pareil. Tu l'entendais pas. Il venait, il bossait. Et c'est pas pour rien que les mecs sont partis aux États-Unis et qu'ils en vivent aujourd'hui, quoi. J'ai fait une petite vidéo news que vous pouvez retrouver sur Catch Club où j'ai expliqué tout ce qui se passe par rapport au licenciement. Là, je vais juste parler, on va dire, de la conclusion de la soirée hier soir parce que suite à cette nouvelle vague de licenciement, il y a plusieurs médias américains qui ont décidé de se positionner. Et je tiens tout de suite à préciser que là, on ne parle pas de news ou quoi que ce soit. Ce sont les médias américains hier qui ont décidé de trouver par eux-mêmes des explications à ces vagues de licenciement. Et donc, depuis hier soir, il y a deux clans. Il y a certains médias qui ont déclaré que cette vague de licenciement est clairement un présage qui mène à la vente de la WWE, alors qu'il y a justement d'autres personnes, dont WrestleNomics, qui est un très bon compte Twitter, qui donne toujours beaucoup de détails par rapport à ce dont il parle, qui eux disent que non, c'est pas du tout le cas, c'est simplement la WWE qui est en train de restructurer, couper les dépenses comme tous les ans, mais selon eux par contre c'est pas un cas de vente. Comme dit, on peut pas savoir ce qui va se passer, mais est-ce que Non. toi... Ah non, moi je n'ai malheureusement aucune info, si ce n'est que là, en 15 jours, j'ai quand même vu partir pas mal de gens que je connaissais depuis longtemps dans les bureaux. Vous l'avez certainement vu passer, il y a une dizaine de jours, il y a pas mal de gens qui ont été renvoyés par la WWE dû à une restructuration. Kevin Dunn, qui est le célèbre réalisateur, qui a pris plus d'importance encore au sein de la WWE, et ça fait que de nombreux contacts, notamment 2 ou 3 personnes qu'on côtoyait depuis 20 ans avec Philippe, ne sont désormais plus à la WWE. Donc c'est vrai que ça fait zarbe. On a fait une interview il y a une dizaine de jours de cela, je n'en dis pas plus parce que je crois qu'elle n'a pas été diffusée encore, donc je ne veux pas dévoiler de qui il s'agit, mais c'est une très belle superstar, c'est très sympa d'avoir pu la faire. Mais on a appris genre 10 minutes avant que notre contact habituel ne serait plus là, que notre contact d'avant ne serait plus là non plus, et la personne qui serait notre contact ce jour-là venait de l'apprendre aussi, et elle était... Enfin voilà, elle venait de perdre plusieurs collègues, c'est toujours quelque chose de fou, et en même temps, il y a le côté un peu égoïste ou truc, où on se demande est-ce qu'on sera pas le prochain. Parce que pour l'instant, vous le savez, désormais je suis à nouveau en contrat avec la WWE. Mon non-contrat n'a pas duré très longtemps. C'est pas le même. Maintenant c'est pour le network. C'est pas les mêmes montants non plus. Hein, mais c'est quand même sympa. Mais je me dis, voilà, on sait jamais. Je peux moi aussi à un moment me recevoir un coup de fil en disant, voilà, maintenant, écoute, tant pis, on va plus mettre de français sur le network. Ou... Voilà. Et puis il y a aussi la crainte des droits de diffusion en France. On ne sait pas comment ça va se poursuivre. Là, vous le savez sans doute, c'est pas un secret, c'est la fin du précédent contrat. Donc on ne sait jamais. Cette fin d'année pourrait être soit très sympa parce que on continuerait et tout ça, ou qu'il y aurait plus de choses. On ne sait jamais, ça peut arriver. Soit ça pourrait vraiment être la débâcle. Donc bon, pour le moment, wait and see, comme on dit. On ne peut pas confirmer ou infirmer. D'habitude, on dit Wade Barrett. Wade Barrett. Mais en tout cas, pour vous donner la dernière position officielle de la WWE, et c'est ce que c'est le Lotus. C'est ce que je disais aussi hier dans ma vidéo news, c'est qu'en avril dernier, lors d'une interview lors de WrestleMania, le président de la WWE, Nick Khan, a dit lui-même que actuellement la WWE ne réfléchit pas à vendre l'entreprise et que lui, d'après lui, il ne voit pas Vince McMahon vendre l'entreprise parce qu'il dit sinon je sais pas ce qu'il ferait en fait. Il prend pas de vacances, il a pas de hobby particulier. Quand des gens lui disent tu vas où cet été, il les regarde et il rigole.
mais je suis dans les bureaux, qu'est-ce que tu fais toi cet été? Genre il comprend pas ce que Bah c'est oui, les c'est vacances. clair. Quoi. Donc pour le moment en tout cas, d'après le président de la WWE, ce ne serait pas le cas. Après honnêtement ça peut être un bluff. Donc voilà. Oui, on ne sait pas. Vous- Mais de toute façon, c'est-à-dire que après, même si c'était vendu, bah, la vie se poursuivrait. Enfin, les choses se passent, les connexions se font, t'entends. Non, mais on l'a vu avec Star Wars, c'est un petit peu la même chose. La WWE et se place un peu dans cette même position de grande franchise, distributeur de contenu, avec une marque forte, des produits dérivés. Mais en vrai, ça ne va pas forcément changer énormément dans votre vie finalement. Après, je comprends que vous soyez curieux et que vous ayez envie de savoir et de suivre l'évolution et de comprendre aussi. Mais bon, sachez que, bah, bon, après, vous le savez, je vous l'ai dit il y a quelques minutes encore, hein, je ne suis pas particulièrement malin. Donc, que je ne sois pas plus informé que ça ou que j'y comprenne pas plus que vous est une preuve encore de ma bêtise. Mais c'est vrai que moi, ça peut potentiellement beaucoup changer ma vie. Mais bon, j'ai appris, j'essaye en tout cas encore d'apprendre au quotidien de ne pas trop m'en faire pour des choses que je ne peux absolument pas gérer. Parce que mine de rien, je peux commencer à stresser, je stresse déjà un petit peu, évidemment, je ne vous le dis pas à fond, bien sûr que je stresse un peu, mais bon, qu'est-ce que je peux faire quoi? J'ai pas la thune, je peux pas racheter. Je suis allé voir mon banquier, il m'a dit non. Il m'a dit non, Peut-être l'année prochaine. tu veux un cabanon de jardin, tu peux. Là, je te fais un prêt, il n'y a pas moyen, tranquille. Vas-y, tu veux le sécateur, je te l'offre avec. Mais la WWE, non. Malheureusement, c'est-à-dire que c'est un peu de votre faute aussi, hein, parce que le coffre à catch, la cloche, hein, ce ne sont pas catch club, quoi. N'hésitez pas à liker les vidéos, vous Voilà, abonner, voilà, hein, pour s'il qu'on vous puisse plaît. racheter Ah oui. la WWE. Abonnez-vous à mon compte Insta, que je puisse un faire des jour. partenariats, Bah quoi. oui, attendez. Mince. Je viens de recevoir un mail, je viens de recevoir un mail pour un partenariat Insta où la personne me demandait de payer pour proposer ses produits sur Instagram. Sympa. Je sais pas trop quoi répondre, je vous Bah, avoue. Je suis en pleine Envoie-le moi, hésitation. vas-y, envoie-le moi. Moi, je suis prêt à tout, moi. Allez, on passe à TLC pour info maintenant au niveau du programme habituel de la cloche. On a deux événements qui ont, on va dire, un point en commun, c'est Kurt Angle. Cet épisode Kurt va être Angle. centré autour de Kurt Angle. D'abord, on va parler de TLC très rapidement, surtout par Attends, je rapport suis à... allé chez le coiffeur, autant rentabiliser quand même la coupe à 27 t'as euros. raison, t'as raison. Ah ouais, 27 euros, quoi. Pour ça, quoi. Alors que lui, pour 12 euros, il a la même chose. Donc, on va parler de TLC par rapport à deux faits marquants qui sont deux incidents malheureusement qui ont changé la carte à la dernière minute. Je rappelle d'abord quelques petits faits marquants juste avant la carte, enfin juste avant le pay-per-view. On a une petite feud qui se met en place entre Alexa Bliss et Mickie James. Je voulais parler de cette rivalité rapidement parce que Mickie James en a parlé récemment lors des interviews quand elle s'est fait virer. On rappelle malheureusement qu'elle fait également partie des catcheurs et des catcheuses qui ont été virés il y a quelques semaines. Et Mickie James avait dit dans une interview qu'elle a eu beaucoup de mal lors de son second run à la WWE avec le fait qu'on se moque de son âge. Ah oui? Et justement... Alors vraiment, décidément, elle... Enfin, la WWE se moque de son poids dans un premier temps, de son âge dans un second. Ouais. Et par contre, aussi moi, je me dis, mais pourquoi alors elle... Autant le poids à l'époque, elle avait peut-être justement, et sans mauvais jeu de mots, le poids d'expérience qu'elle peut avoir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si ça la gêne, pourquoi elle le dit pas? Pourquoi elle attend d'être partie? Enfin, je veux dire, c'est Mickie James. Elle a quand même une carrière. Je pense qu'elle a, elle a un minimum de ressources. Son mari fait aussi son petit bonhomme de chemin à côté. Elle peut peut-être prendre le risque de dire, écoutez les gars, arrêtez de rigoler de mon âge. Honnêtement, et encore une fois, on peut pas se mettre à sa place, mais je pense que vu comment elle a été utilisée, elle osait pas dire grand chose, parce qu'au final, son deuxième run était quand même assez bof, et son mari a l'air d'être détesté à la WWE. Ah bon? Oui, Ah, apparemment, ok. il est en embrouille avec Bruce Pritchard, notamment. Ah, Donc, ok. apparemment, ça a peut-être certaines personnes disaient même que ça a joué sur l'utilisation de Mickie James. Mais donc là, pour vous donner un exemple, en fait, on est en 2017, et en 2017, à cette période, Mickie James a 38 ans. Et la WWE l'a fait passer pour une vieille. Alors que beaucoup des mecs... Et c'est exactement ce qu'elle a dit dans des interviews cette année. Elle a dit, à quel moment est-ce qu'on fait passer des catcheurs à 38 ans pour des vieux? Parfois ils viennent à 50 ans et on nous les vend comme des main eventers, etc. Donc pourquoi est-ce que moi à 38 ans on m'a fait passer pour une vieille? Et c'est justement, elle expliquait que du coup, c'est de cette manière qu'on raccourcit les carrières des catcheuses. Parce que si déjà à 38 ans vous les faites passer pour des has-been, etc. et vous vous foutez de leur gueule, bah c'est clair qu'il n'y aura aucune catcheuse à plus de 40 ans, etc. Et donc c'est comme ça qu'elle expliquait le fait que les carrières des catcheuses sont plus petites et plus courtes. Donc, Après, je pense que c'est... Enfin, c'est quelque chose qui ne se posera plus dans 10 ans, je pense. J'imagine. Tu penses? Bah oui, parce que honnêtement, chez les mecs, il y a quelques années de ça, 38 ans, c'était le vieux. début de la fin, quoi. T'avais que des Abdullah the Butcher, Terry Funk, Ric Flair, et encore Ric Flair. Mais t'avais que des mecs comme ça qui continuaient inexorablement
et qui arrivait ici ou là à choper encore des petits runs dans des grosses fédérations. Mais avant, 38 ans, tu savais que c'était comme dans le foot, quoi. 38 ans, c'était le début, enfin, pas le début de la fin, c'était pour beaucoup la fin. Du côté de l'ère attitude, Jim Ross s'en vantait d'ailleurs, il disait à la WCW, c'est que des vieux, nous on a les jeunes, nous on a le 109. Et la situation a beaucoup changé avec l'évolution aussi des entraînements, du sport, de la santé aujourd'hui. Et je pense que voilà, les femmes sont aujourd'hui dans cette problématique-là, mais je pense que dans 10 ans, c'est des choses qui ne seront plus évoquées, parce que pareil, les femmes ne feront plus dans 10 ans, les femmes de 38 ans ne feront pas leur âge. Mais Mickie James fait pas vieille non plus, il faut être honnête, quoi. Pas faux. Je suis plus vieux qu'elle. C'est vrai que c'était totalement pareil pour les mecs il y a quelques années. On peut citer à ce moment-là, vous savez que c'est dans les épisodes où on a Seth Rollins et Dean Ambrose qui se sont rapprochés. Salut. Et là, nous avons la reformation du Shield. À ce moment-là, la WWE va faire hyper ça petit à petit, semaine à semaine, à Raw, jusqu'à ce que Roman Reigns rejoigne également Seth Rollins et Dean Ambrose. Et du coup, pour WWE TLC 2017, on a un match 5 contre 3 qui va être booké, avec les membres du Shield contre Strowman, Kane et le Mistourage. Donc ça va être un gros match, comme vous allez le voir, 5 contre 3, mais ça va pas se passer exactement comme prévu. Il y a quand même, je vais citer cette scène à Raw, où finalement ils se retrouvent tous les trois dans les dernières secondes de Raw. Et c'est Ambrose, je crois, qui finalement vient à la fin et met son point. Scène coupée par le monteur d'AB. Je vous cache pas qu'on était extrêmement vénère. Je sais plus ce qui s'est passé, quoi, mais... On s'en fout de leur check, là. ouais, non, mais c'est ça, non, c'est parce que je crois qu'il y avait un logo en bas, et plutôt que de le cacher, le logo, il s'est dit, je coupe, j'en ai rien à foutre. Donc on n'avait pas eu le point... vraiment, j'étais sorti de cette émission très, très énervé. La personne travaille toujours, elle a été augmentée depuis, hein. C'est pour vous dire le poids que j'ai chez nos amis de AB. Non, évidemment je voulais pas le virer, hein, mais voilà. Je suis obligé de citer parce que j'arrêtais pas d'en parler la semaine dernière. J'arrêtais pas d'en parler la semaine dernière, cet événement qui, moi, m'avait marqué à ce moment-là. Parce que vous savez qu'on est en pleine rivalité avec Finn Balor. Ouais, bah moi je suis comme ça. Contre Bray Wyatt. Il y en a qui m'ont spoilé plus ou moins. Enfin, on a d'abord eu le match démon contre Bray Wyatt qui fait peur. Ensuite on a eu Bray Wyatt qui fait peur. Ensuite on a eu le match où ils étaient plus dans leur perso. Finn Balor a gagné. Le lendemain, Finn Balor vient fêter en disant écoutez, moi maintenant c'est terminé ma rivalité avec Bray Wyatt. Je vais me reconcentrer sur le titre universel. Sauf qu'après un match face à Goldust, on a une scène assez dark avec un enfant qui vient chanter He's got the whole world in his hand. Et lors des prochaines semaines, en fait, on a Bray Wyatt qui commence à faire des messages. Il envoie des messages à Finn Balor en lui disant écoute, Sister Abigail n'est pas morte. Sister Abigail est toujours en vie. Et lors du prochain pay-per-view TLC, on aura le démon Finn Balor contre Sister Abigail. Et alors, il y a une semaine où ils nous en parlent. Mais une semaine après... On la voit. On voit Bray Wyatt rocking chair, c'est ça. Avec Bray Wyatt avec un voile noir qui est mi-homme, mi-femme, on va dire. Mi-homme, mi-femme. Et qui parle avec une double voix. On est voix. en 2021. Et enfin, c'est un personnage, ce que je veux dire. Oui, non, j'ai bien compris, non, c'est pour rire, parce qu'effectivement, c'est difficile de... Non, mais c'est difficile même de le définir, parce que même eux, je pense qu'ils ne savaient pas forcément... à ce moment-là. Parce que vraiment, quand je dis mi-homme, mi-femme, c'est jusqu'au point où il a une double voix. Il y a un effet sur son micro, ce qui fait que quand il parle, il y a la voix d'un homme et la voix d'une femme qui sort en même temps. Et Bray Wyatt a l'air possédé à ce moment-là. Il a l'air super, possédé. Ça y est, Covid, fini. Donc, je suis mort. C'était des segments que je voulais juste tous vous conseiller parce qu'à ce moment-là, en fait, on se dirige à TLC avec Sister Abigail. On nous vend Sister Abigail contre Finn Balor. Oui, mais maintenant que tu le dis, c'est jamais arrivé. Non. Mais oui, parce que tu m'avais vendu ça. Moi, je me dis putain, j'ai vraiment oublié. Parce qu'après, j'ai vu les gens, ils disent ouais, c'est Sister Abigail. Je me dis putain, mais j'ai oublié ça. Comment j'ai pu oublier ça? Et j'ai pas voulu entre guillemets. T'auto-spoiler oui, j'ai pas voulu aller chercher plus que ça parce que je voulais justement entendre un petit peu les explications de notre cher Ali. Et mais en fait non, c'est pas arrivé quoi. Eh non, c'est pas arrivé parce qu'on passe à la carte principale du pay-per-view et vous allez voir, il va y avoir beaucoup de changements. Donc déjà lors du kick-off, lors du pré-show, on a Sasha Banks qui bat Aya Nakamura. Chaud quoi. Alicia Fox non, mais avec le bank statement. Ensuite on passe à la carte principale. On a Asuka qui bat Emma par soumission, Rich Swann et Cedric Alexander qui battent Jack Gallagher et Brian Kendrick. Je passe rapidement sur les matchs, on va dire secondaires. On s'en fout. Alexa Bliss qui bat Becky James qui conserve le titre féminin de Raw. Enzo Amore qui récupère le titre Cruiserweight en battant Kalisto. Donc Enzo Amore double champion, maintenant c'est parti. Kalisto aussi, ça fait partie des mecs dont je suis triste qu'il ait été... Le mec est dans une shape de fou. C'est l'un des plus grands voltigeurs, cruiserweight de sa génération. Largement.
Je veux dire, il y avait vraiment... Et puis, alors c'est vrai qu'ils ont plusieurs fois tenté de le mettre en avant, notamment avec Alberto Del Rio, on l'avait beaucoup cité à l'époque, il avait dormi sur le canapé de la Rufa. Mais là, on sentait qu'il était en train de revenir dans une forme assez incroyable. Je trouvais qu'en plus, à SmackDown, quand ils étaient encore ensemble, les Lucha House Party, et qu'il y avait Kalisto de son côté qui se vénère avec les deux autres, Oui, à la fin, ouais. il y avait peut-être de quoi faire un petit peu. Bien sûr que c'est pas une histoire qui nous mène à un showdown dans le main event de WrestleMania, mais... Et puis t'as Rey Mysterio et Dominique, pourquoi pas aussi, petit à petit, Rey Mysterio fasse un pas en arrière et Dominique bosse avec un autre cruiserweight. Enfin, il y a moyen de créer des histoires. J'imagine bien qu'un jour, enfin, maintenant j'imagine plus rien parce qu'on ne sait plus, mais que Dominique va se vénère et puis va envoyer chez son père, peut-être, Possible. ou peut-être pas d'ailleurs, mais ça aurait été bien, pourquoi pas, de le faire avec un autre cruiserweight, de le mettre un autre cruiserweight en avant. Qui fait équipe avec Dominique, qu'on se rend compte qu'en réalité il fait équipe avec Dominique juste pour le truc, et puis après il trahit, tout ça. Enfin, je sais pas, mince, je suis dispo. En tout cas, je prends pas cher, n'hésitez pas les gars, je suis là. On enchaîne directement donc avec le 6e match de la soirée. On devait avoir Finn Balor contre Bray Wyatt, et là, lors du week-end, la WWE nous annonce que Bray Wyatt est malade. Il est indisposé, Sister Abigail a ses règles. Voilà, on peut le dire. Bah non, il y avait piscine, elle voulait pas y aller, tant pis. Pas plus de détails à ce moment-là, lors du week-end, en tout cas, ils disent illness. Donc voilà, Christophe vous donne les détails. Non, mais en plus sa cup était pleine, donc... Mais du coup, la WWE se retrouve dans une situation pay-per-view, l'un des matchs principaux, l'un des matchs les plus attendus de la soirée, et il faut un changement dans l'urgence. Et du coup, la WWE va... D'abord, ils ont appelé Doug Ross. Non, dans l'urgence. Pardon. De grosses. Comment dire, la WWE va appeler un catcheur de SmackDown pour venir justement remplacer Bray Wyatt lors d'un show de Raw. Mais par contre, ils vont pas choisir n'importe qui. Bah non. Et je m'en souviens, tu vois, autant je me souvenais pas du tout de cette rivalité qui finalement n'aura jamais de fin, parce qu'on ne verra jamais Sister Abigail, si je ne me trompe pas. Non. Ils vont totalement... on passe à autre chose. Autant je me souviens de ce Finn Balor et AJ Styles, pas du match en tant que tel justement, déception, parce que je vois il dure presque 20 minutes, mais franchement je m'en souviens pas, je sais pas si tu t'en souviens, mais je me souviens de la hype d'avant, et je me souviens d'avoir tweeté que potentiellement putain ça pourrait être le match de l'année quoi, parce que Finn Balor et AJ Styles, pas de titre en jeu, donc n'importe qui peut gagner. Là, tu vois, il n'y a pas de champion où tu te dis ce que ça va arriver après, où tu as un champion qui, au débeauté, affronte un mec et le match sur le papier est beaucoup mieux. On avait évoqué d'ailleurs AJ Styles qui récupérait son titre champion de la WWE face à Jinder Mahal, exactement. J'avais dit Londres, il me semble que c'était Manchester. Vous avez été plusieurs à me le faire remarquer. Merci encore une fois. Désolé pour le coup d'avoir oublié nos amis mancuniens. Mais. En l'occurrence, là, ça peut aller des deux côtés. Donc, en fait, il y a en plus le côté, bah putain, qui va gagner, quoi. Mais je me souviens pas du match, quoi. Je pense pas que ça soit nul, c'est impossible. Non, mais c'est pareil, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Ça n'est pas resté le match de l'année, quoi. Je pense que c'était très bon. Après, voilà, c'était le côté historique, surtout, comme tu l'as dit. C'est vrai que quand ils annonçaient ce match, tout de suite, ça fait rêver les fans de catch. Faut comprendre le passé de ces deux catcheurs, surtout hors WWE. Pour ceux qui suivent un petit peu la New Japan, même vous avez déjà peut-être entendu de nom le clan Bullet Club, qui bien sûr a eu sa propre version de la WWE qui s'appelait The Club. Donc le Bullet Club à la base, le premier leader et l'un des membres fondateurs, c'était Finn Balor. Et Prince David à l'époque. Le gars qui s'y connaît, même si en vrai je m'y connais pas, alors que Ali, on le dit à chaque fois qu'on évoque le Bullet Club. Le logo de Catch Club, dont je n'ai aucun produit dérivé, je tiens à le rappeler, contrairement à des jolies jeunes femmes qui envoient des messages sur les réseaux, qu'on embrasse d'ailleurs. On l'embrasse. Voilà, bon. Est inspiré du Bullet Club. Tout à fait, et le nom, j'ai fait ça un petit peu en hommage, on va dire, au Bullet Club, parce qu'à ce moment-là, j'étais déjà, Ali, c'est sur les boulettes. Ça, c'est le couscous, ça n'a rien à voir, mais. Bullet Club. Donc, quand Finn Balor a signé avec la WWE, il fallait lui trouver un remplaçant à ce moment-là parce que le clan avait vraiment pris énormément d'importance à la New Japan. Et du coup, en fait, quand Finn Balor est parti, c'est AJ Styles qui l'a remplacé. Et AJ Styles, en plus, menait le clan à un autre niveau parce que AJ Styles, il est arrivé à la New Japan, il est devenu champion du monde. Oui, il est rare. AJ Styles était, contrairement à Prince David, qui était quand même respecté pour ses talents, n'était pas la star internationale qu'est AJ Styles. AJ Styles était déjà, à ce moment-là, il était plus sur la deuxième partie de carrière, voire troisième. Enfin voilà, il s'était fait connaître à la TNA.
c'était déjà une légende du divertissement sportif, l'un des meilleurs à n'avoir jamais mis les pieds à ce moment-là à la WWE. Donc pour la New Japan, c'était un énorme coup de se payer AJ Styles. Donc franchement, c'était historique, on va dire, comme match, que ces deux anciens leaders se retrouvent à la WWE. Et du coup, justement, pour ceux qui connaissent pas trop le Bullet Club, ils s'inspirent de certains délires de la NWO, mais rapidement, hein, genre par exemple le Too Sweet, qui est en plus pas forcément que NWO, avec le temps, Too Sweet, c'est devenu un truc. Tous les mecs cool, entre guillemets, dans le catch font ça. Dans le catch, j'ai dit. C'est ça, c'est le truc qui me choque un peu, je trouve, dans le Bullet Club, que je ne connais pas du tout. Hein. Donc ceux qui sont hyper fans, comme toi, Ali, ne me jette pas ta bouteille d'eau à la gueule. Mais je trouve ça dommage, quoi, parce que bon, Too Sweet, les gestes... paraît que ça, d'ailleurs, c'est Bret Hart qui l'aurait inventé et que nos amis Scott Hall, Kevin Nash et consorts lui auraient volé. Mais ça fait 30 ans, quoi, les mecs, il n'y a pas des choses récentes. Moi, je trouve que ça les... Pas que ça les ridiculise, presque ça les ringardise un peu. Nos amis ouais, je trouve. Parce que Too Sweet, c'était de 96 à 2001, vite fait. Et après, c'est fini, quoi. C'est comme si un catcheur aujourd'hui reprenait le Watt. Presque, comme on l'a déjà dit pour Owens, le stunner. Ouais. Dommage, quoi. Il y a suffisamment de prises, comme le Mandible Claw. Dommage, parce que c'est trop resté dans l'inconscient de tout le monde. La prise de Mankind pour le Mandible Claw, la prise de Steve Austin pour le stunner. Voilà, je trouve ça dommage et je trouve que le Bullet Club n'en ressort pas grandi, quoi. Après, c'est vraiment un détail. Hein. Je pense qu'ils étaient dans le délire, en fait, on va faire tout ce que les gens trouvent ridicule ou que les gens ne veulent pas qu'on fasse. Et justement, vu que beaucoup de personnes disaient un petit peu « Ah, vous copiez ci, vous copiez ça, ah ouais, vous trouvez qu'on trouvait, mais on va faire des tout suite tout le temps, les gars. » Et c'était un petit peu le délire des Young Bucks. Les Young Bucks, ils ont toujours été dans ce délire. Quand à la base, les gens leur ont dit « Arrêtez de faire des super kicks, vous en faites trop », ils ont commencé à faire 20 ou 30 super kicks par match, et c'est comme ça qu'ils ont marché. Donc c'est aussi peut-être un petit peu ce délire de vouloir aller contre la vague. Après, moi, j'avoue que ça me faisait... Moi, ayant grandi comme toi un peu avec ce geste, j'avoue que le revoir les gens le faire 30 ans plus tard, ça m'a un petit peu fait kiffer. Pour te dire, un des plus beaux moments de ma vie, je crois que c'est la première fois que j'étais à un show à Paris. Il y a un mec qui m'a vu passer avec mon t-shirt NWO, il est venu vers moi. C'était un peu avant qu'on arrive au stade. Il avait pas de t-shirt de catch lui. Et il m'a regardé, il m'a fait Too Sweet. Et j'étais trop content. Non, c'était Kevin Nash, hein, alors évidemment. Et j'ai pu Too Sweet Kevin Nash en plus quelques années plus tard. Mais donc voilà, ça c'était la petite parenthèse Bullet Club. N'hésitez pas à checker Balor et Jay Styles et peut-être nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce match. Peut-être qu'on s'en souvient pas très bien. Jason Jordan contre Elias, petit match bouche-trou. Derrière, parce que Elias jouait la guitare, il faisait des petites chansons durant tout le show, et à chaque fois Jason Jordan venait lui jeter des légumes à la gueule. Ah, déjà à l'époque. Déjà à l'époque, donc forcément au bout d'un moment ça mène un match, et c'est Jordan qui remporte le match en 8 minutes 50. J'ai été étonné hier parce après un live, on regardait un petit peu ce que ça donne niveau roster de Raw et de SmackDown actuellement, parce que je faisais la triste conclusion, malheureusement, qu'il n'y a pas énormément de main-eventers actuellement restants. Et du coup, c'était marrant de voir que Shelton Benjamin est encore dans le roster actif de Raw. Ah oui, bah il est toutes les semaines face à... non, pas Shelton Benjamin, je veux dire Jason Jordan. Non, je pense pas. Si, Jason Jordan est toujours, sa photo est toujours dans le roster actif de Raw. Ah, même okay. Brock Lesnar, alors que Brock Lesnar n'est plus sous contrat avec la fédération depuis un an. Ouais, mais alors est-ce que ça ne vient pas du fait qu'il y a eu énormément de restructuration dans le côté multimédia de la WWE? Peut-être qu'ils mettent pas tout à jour. Je me demande s'ils ne se concentrent pas principalement sur la page principale WWE.com avec résultats d'NXT, photos, vidéos publiées sur YouTube, parce que c'est quand même ça qui leur fait du chiffre, et que le roster, tout ça. Enfin, je dis ça, j'espère que non, parce que sinon c'est quand même là on atteint un niveau de je m'en foutisme qu'on ne connaît jusqu'à présent qu'en France, tu vois. Souvent c'est un petit peu comme ça dans nos boîtes. Enfin, je veux pas dire que le pays va mal, hein. Je veux dire, quand tu vas dans une administration, tu te rends compte quand même que voilà, pas que. Je veux dire, là, depuis quelques temps, je sors un peu de chez moi, je me rends compte, c'est chaud, quoi. Jusqu'à présent, je me prenais pour un mec pas très pro, alors qu'en réalité, je réponds aux mails. Je loupe quasiment pas un jour de boulot en 20 ans. Je prends une semaine de vacances par an, vite fait. Et en réalité, je me prenais pour un branlot. Et maintenant que je côtoie un petit peu, je grandis. Donc,
ouais, la banque, tout ça, truc, je me rends compte, ah ouais, d'accord, donc en fait, les gens, Ils ont Non, pas reste envie de du bien monde. faire leur non, ils taf. s'en foutent, quoi. En vrai, ils sont en CDI, ils en ont rien à branler, ils se feront pas virer, tout va bien. On est Bravo. d'accord. Rapidement par rapport au main event, donc c'est une énorme bagarre comme vous pouvez l'imaginer, 3 contre 5. Ce qui va se passer en fait, c'est que l'équipe du Miz, les choses ne vont pas bien se passer. Attends, parce que tu n'as pas donné le principal, c'est que tu n'as pas encore expliqué ce qui s'est passé. Bah, Là, oui, déjà, je ah ouais, vais en attention. parler, mais justement, je voulais parler des membres de l'équipe parce que j'ai fait une erreur. Pour info, c'est pas le Mistourage, l'équipe des 5. Oui. L'équipe des 5, c'est Braun Strowman, The Miz, Kane, Cesaro et Sheamus. Parce qu'en fait, Cesaro-Sheamus, c'était justement la rivalité avec Rollins-Ambrose, et c'est ça qui a donné au final ce match 5 contre 5. À la base, on devait avoir les 3 membres du Shield. Ouais. Et alors, ça, c'est vraiment incroyable. Pour la peine que 2 des non majeurs de la WWE soient malades le même week-end, sachant qu'ils sont quasiment jamais malades, limite les types. Mais on vous a dit juste avant que Bray Wyatt était malade, et bien lors du main event, on apprend quelques heures avant le show que Roman Reigns va C'était, également je être crois, 2 jours avant. à 2 jours. Ouais, parce que ils ont eu le temps, il me semble, le samedi, de faire le truc, écoutez, ce soir à 18h, on vous annonce tel superstar. Enfin, je me souviens que ça avait été annoncé avant. Ok. C'était pas le jour même. Mais donc voilà, il va falloir remplacer Roman Reigns qui apparemment est souffrant et malade. Pas plus de détails pareil lors du week-end par rapport à l'état de Roman Reigns, mais il va être remplacé au dernier moment par Kurt Angle. On en avait parlé depuis plusieurs mois, Kurt Angle qui était revenu à la base en tant que general manager. Alors, première question, pourquoi Pourquoi Varum Qu'est-ce que... Quoi Qui Comment Quoi Qu'est-ce que c'est Non, c'est vrai. Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, pourquoi dire Kurt Angle, tu le fais revenir, oui, mais pas dans un match comme ça, pas dans un TLC, déjà, vu l'état physique du gars. Et puis, tu vas rien à voir avec le Shield. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même moult possibilités. Enfin, là, comme ça, de but en blanc, j'ai du mal à me replacer dans le contexte de 2017, mais il y a certainement des superstars qui étaient plus ou moins mêlés à toutes ces histoires, qui auraient pu parfaitement... mais Kurt Angle, enfin, moi, j'ai trouvé ça une très, très mauvaise idée, quoi. Ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part. Et en plus, ce qui est un petit peu dommage, c'est que Angle n'est pas forcément prêt pour l'occasion, parce que voilà, il s'attendait pas à catcher lors du week-end. Et ça se voit pas tellement lors du match, honnêtement, ça se voit pas tellement. Parce que c'est une bagarre, comme tu l'as dit, Heureusement, donc oui, il ça y a se du cache. monde. Il y a du monde. Mais voilà, Angle avait expliqué lui-même que là, à ce moment-là, il était encore un petit peu rouillé. Ça faisait des mois que lui, justement, il demandait à catcher, la WWE lui disait non. Et là, du coup, quand il s'y attend pas du tout, d'un coup, on lui donne un match, ce qui dit qu'il a pas pu kiffer comme il le fallait, mais il était quand même content parce que il a pu vivre, on va dire, une soirée à la place d'un des membres du Shield. Faut savoir qu'il a fait l'entrée avec les membres, Ouais, il ça, avait la je m'en souviens, tenue. dans le public et tout. Il y a une photo vraiment cool, je trouve, parce que t'as t'as Rollins et Ambrose qui sont super sérieux, et t'as Kurt Angle qui a une tête de gosse derrière, genre, ah, je suis un membre du Shield, c'est cool. Et derrière, ça nous mène donc pour info à une victoire du Shield avec un triple powerbomb à la fin, et c'est Kurt Angle qui effectue le tombé pour le petit clin d'œil. Donc on voulait parler de Kurt Angle à ce moment-là justement pour parler de son état de santé, parce que là, laissez-moi vous donner la date de ce pay-per-view, c'est donc le 22 octobre, et toi tu vois Kurt Angle quasiment 10 jours plus tard, lors de la Paris Games Week 2017 qui a lieu du 1er au 5 novembre. Kurt Angle invité, Ouais, Kurt Christophe Angle- Ajus et Philippe Chiraud invités. Oui, pas que. Hein, je veux dire, il y a beaucoup de Thibaut Vézirian également et d'autres journalistes. Parce que mine de rien, plutôt bon coup, on n'y pense pas forcément. Mais Kurt Angle, nous, ça y est, c'est rentré dans les normes. Mais ça reste champion olympique. Un des plus grands lutteurs de l'histoire de la lutte américaine. Et je dirais peut-être pas de la lutte en général, mais aux États-Unis, il a gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Donc forcément, tu rentres dans l'histoire, dans la légende. Donc les journalistes étaient quand même plutôt intéressés et contents de pouvoir venir interviewer Kurt Angle. Et je l'évoque déjà depuis plusieurs épisodes, malheureusement, ça va pas se passer très bien, pas du fait de Kurt Angle, mais du fait de l'organisation et peut-être de la crainte de la WWE due à son état de santé un petit peu... c'est vrai qu'il n'était pas bien. Pas dans le sens il va vomir ou des choses comme ça, mais tu sentais que physiquement, il était vraiment très mal en point. Très raide, beaucoup de difficultés à se mouvoir. Et je pense que la WWE n'a pas voulu le fatiguer. Et donc, contrairement à l'année précédente, par exemple, avec Finn Balor, elle a refusé à nos amis de Touquet qu'il y ait des séances d'autographes. Que les fans puissent voir Kurt Angle de près. Ce qui fait que ça a été organisé de manière très frustrante pour les fans. Nous, on ne le savait pas.
en toute honnêteté, les gens de Touquet non plus, parce qu'après ils ont été très critiqués. Je parle évidemment de nos amis de la France qui participent à ces événements chaque année et qui essayent toujours de faire au mieux. Et franchement, l'équipe est extrêmement. On parlait tout à l'heure des gens qui font pas leur boulot sérieusement et tout. Eux, ils sont extrêmement motivés et ils essayent toujours de faire au mieux. Je pense que tu les as côtoyés aussi. Ils sont géniaux. Tu es parti à Londres avec nous. Le SAT Panda, je pense également, et tous les autres, que je ne citerai pas d'ailleurs, sont venus et n'ont que des choses bien à dire sur l'équipe francophone de Touquet. Ils étaient eux-mêmes extrêmement déçus parce qu'en fait, cette année-là, le rock'n'roll venait de prendre ses ailes. Ouais, j'étais obligé. Sinon, il y a ces soirées-là. La Paris Games Week avait fait un truc super joli, une sorte d'aquarium, une sorte de bureau. Il y a la photo justement où nous sommes en train d'interviewer Kurt Angle avec Philippe, où on est à une sorte de bureau un peu, et tout ça est dans un aquarium de verre, et donc les gens qui passent voient ce qui se passe. Ils n'entendent pas ce qui se passe dedans, mais ils voient qui est en train d'être interviewé par la presse, et ce décor plutôt bien fait. Mais donc l'envie monte, et ensuite on doit aller sur la scène de chez Sony. On est d'ailleurs chaque année très très bien accueillis chez nos amis de Sony aussi. Franchement, honnêtement je les connais pas, mais ils sont extrêmement sympas toujours, et ils sont toujours, on sort de scène avec oh purée mais vous avez mis le feu et tout, alors qu'en fait tu viens une demi-heure plus tard, ils ont un youtubeur qui fout le feu mais 10 fois plus que nous, mais ils ont la gentillesse ou la politesse en tout cas d'être toujours vachement gentils. Et l'année d'avant, on avait justement fait monter des gens sur scène pour... Finn avait signé des goodies, je sais plus si c'était des t-shirts, ou tout simplement des jeux vidéo, ou des affiches du jeu, enfin quelque chose. Voilà. Et cette année-là, les gens s'attendaient également, et on sentait monter cette pression, ouais alors... comment on fait pour monter et tout. Et puis nous, c'est vrai qu'on n'avait pas été informés en amont, parce que malheureusement... C'est des choses qui s'organisent un petit peu, pas forcément à l'arrache, mais on nous dit soyez là, vous allez animer sur le stand Sony, mais les détails se règlent, tu vois, en coulisses avant. Ouais, combien de micros, combien de temps vous restez, tac, on met quelle musique, c'est presque comme un show de catch à la française, tu ramènes ton CD, ouais, pour lui, ça sera la musique 4, pour Philippe, c'est Chipo la Tata, Théo Lavabo. Il était dans Studio Zénith hier soir, je rencontre du beau monde, je l'embrasse, hein, très gentil. Donc, et au bout d'un moment, les gens commencent à capter qu'il va rien se passer, quoi. Et je me souviens pas qu'il y ait forcément eu une bronca, mais je me souviens qu'après, il y a eu énormément de messages. Ouais, c'était nul, c'était de la merde, vous êtes des cons, Chiro est une merde, Ajus, enfin voilà, Ajus est une puce, parce que les gens, ils ont le correcteur, heureusement. Donc, au final, Kurt Angle était juste là pour répondre à vos questions, non ? Kurt Angle a répondu aux questions de la presse, et puis il est quand même monté sur scène avec nous. Il a fait le yes yes yes, il nous a regardé jeter des goodies dans le public, et il a dit quelques mots, mais voilà, c'était extrêmement frustrant, extrêmement. Après il a refait une interview pour AB et la WWE dans son hôtel, et en fait c'est vrai qu'il est venu pour pas grand chose en fait finalement, hein. Bon, quand même répondre à des questions et faire de la presse, et quand même de la presse natio, quoi. Je veux dire, oui. Thibaut Vézirian par exemple, quand il se déplace, à l'époque je pense que c'était CNews, mais si je me trompe, navré, mais voilà, enfin c'est quand même, tu sais que voilà, tu vas passer sur une grande chaîne d'infos, tu vas avoir, je crois même qu'il bossait encore chez TF1 à l'époque, donc il y a quand même il y a de l'intérêt pour la WWE et pour Touquet, parce que je crois qu'en plus il était le visage du jeu. Mais pour les fans qui se sont déplacés en masse et qui étaient vraiment enthousiastes et heureux, parce que c'est pas, tu vois, c'est pas souvent que tu peux avoir une légende comme Kurt Angle, mine de rien, à part aller aux États-Unis, il fait pas tant de conventions que ça, je crois. Non, j'ai pas l'impression. C'est pas les Rock'n'Roll Express que tu peux voir en convention tous les ans. Non, mais... Au McDo du coin. Non, ou à l'aéroport, je sais plus où tu les avais vus, mais... À l'aéroport, ouais. Mais voilà, Kurt Angle, c'est quand même très exceptionnel, et tu sais que ça va une fois dans ta vie, en fait. Et pour nous aussi, c'était ça. On était extrêmement touchés, et on était aussi extrêmement tristes, quoi, de le voir dans cet état-là. Mais on le verra malheureusement pour la veille de son match contre Corbin, son match d'adieu. Là, on se dira, ouais, dur, quoi. Même lui, il nous dira ce jour-là, la veille de son match contre Corbin, je suis content que ça s'arrête. Là, j'en peux plus.
Et au bout d'1 heure d'interview avec la presse, il demanderait une chaise, parce qu'il ne pouvait plus tenir debout. Et le lendemain, il est dans le ring, et ça se ressent que son corps ne le suit plus, mais pas au point de ce qu'on voit nous la veille, où le mec est plus capable de tenir debout. Mais là, déjà, la Paris Games Week, il allait bien, mais tu sentais qu'il était extrêmement... son corps, il voulait plus bouger, quoi. Ouais, mais t'imagines. C'est là que tu vois le rythme des catcheurs. Je veux dire, Angle, il était donc en main event de pay-per-view 10 jours avant. 10 jours après, il va se taper le voyage vers l'Europe. Bon, première classe, Oui, j'imagine que très tu bel vas être hôtel bien. à Paris, J'imagine que tu vas mais être après, bien. c'est vrai aussi que l'emploi du temps est fou, parce que je crois qu'il est arrivé genre le matin, et le lendemain, il repartait direct, soit aux États-Unis, soit peut-être qu'ils étaient en tournée, et que donc il repartait en Europe, mais je suis même pas sûr, mais pas le temps de... Tu vois, il reste pas 3 jours. Nous, quand on part aux États-Unis avec Philippe, partait aux États-Unis avec Philippe, on arrivait le vendredi, on repartait le mardi, on était complètement déphasé, décalqué, jet lag et tout ça, mais il y a quand même 4 jours. Lui, il arrive, le lendemain, il repart. Après, c'est la vie de catcheur, c'est la vie de célébrité. C'est la vie de célébrité. Bon, Kurt Angle, pour info, derrière, il va avoir quelques mois, puis comme tu l'as dit, il va y avoir son dernier match face à Corbin à WrestleMania. Il fait beaucoup d'interviews ces derniers temps parce qu'il y a des rumeurs comme quoi John Cena va remonter sur les rings. Et Angle fait: ah tiens, j'ai lu que John Cena remonte sur les rings. Un petit dernier match, parce que, pour l'anecdote... Bah oui, il voulait. On voulait tous d'ailleurs. Je on pense voulait que tous, c'était... La boucle aurait été bouclée, ça aurait été vraiment... Après, honnêtement, j'aime beaucoup Corbin. C'est pareil, il fait partie des mecs extrêmement sympas. Toujours un petit « Hey les gars, comment ça va ?» Même s'il est de l'autre bout de la pièce, il va faire tout le tour pour nous saluer. Un gars très très pro, et je comprends que les gens ne l'aiment pas forcément, mais je pense aussi que c'est dû au fait que c'est ce qu'on lui dit de faire. Donc il fait ce qu'on lui dit de faire. C'est pas forcément gueudin. Et je pense que même lui, si on lui avait demandé... à ton avis, est-ce que c'est mieux que Angle finisse sa carrière avec toi ou avec Cena? Égoïstement, il aurait peut-être dit lui, mais dans sa tête, il se serait dit John Cena, parce que la boucle eût été bouclée. Après, mine de rien, moi j'avais critiqué quand ils avaient décidé de faire Flair Michaels, parce que je me disais, à quoi ça sert, Michaels? C'était magnifique. J'ai chialé comme tout le monde, et j'ai recommenté ce match plein de fois, et j'ai les larmes aux yeux à chaque fois, pour de vrai, en plus, sincèrement. Mais Michaels prend sa retraite 2 ans après. Donc, quel était l'intérêt, finalement? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu construire une rivalité avec un jeune qui envoie Flair à la retraite et qui puisse toute sa carrière ensuite dire moi j'ai envoyé Flair à la retraite? Tu vois ce que je veux dire? C'est énorme. Là, ce qu'on peut reprocher aussi, c'est que cette feud avec Corbin, elle n'était pas... Ah oui, non, ça c'est dommage. Ils auraient pu construire ça sur 1 an. À la limite, si tu fais... Enfin, en fait, c'était la dernière feud de Kurt Angle de sa vie, quoi. Si jamais il remonte pas dans les rings, et ça n'a pas été traité comme tel. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est un petit peu dommage. Il y a des moments où la WWE, on dirait, ne saisit pas forcément ce qu'elle a. Enfin, je veux pas parler de certaines personnes qui sont parties aussi, mais je veux dire, c'est c'est sûr. C'est ce que Big Show expliquait un petit peu dans dans ses interviews post-départ de la WWE. Pour rappel, dorénavant, Big Show a signé à la WWE. Ouais, dorénavant, c'est un connard. Alors qu'avant, c'est un mec bien, vous voyez. Et il disait, vous voyez, à la fin, on m'a quand même plutôt utilisé comme un jobber. Je faisais des heel turns, des face turns, il n'y avait aucun sens. Enfin, par contre, là, sans vouloir critiquer quand même, le mec, il a fait ça toute sa carrière. Déjà, la VTV. Un jour, on arrive sur Canal+, le mec, il est NWO. 2 semaines après, d'abord, il est pas contre la... Enfin, bref, c'est toute sa vie, ça. Un jour méchant, un jour pas méchant. Mais il disait que effectivement, oui, il espérait plus se faire traiter à la fin comme une légende, le géant de la fédération, un mec un peu plus important qui serait honoré. Et ça n'a pas exactement été la manière dont il a traité. Donc c'est ce qu'il a ressenti. Mais c'est vrai que voilà, Big Show, c'est quand même l'une des plus grandes légendes. Oui. L'une des plus grandes attractions, on va dire. Bien sûr, il a dépassé... alors, peut-être pas en célébrité mondiale, André le Géant, mais effectivement... En longévité, niveau carrière, on va dire. Et puis en talent, il était 1000 fois meilleur qu'André le Géant, ça ne fait aucun doute, hein, même si je suis français et que j'aurais aimé que André le Géant soit le plus grand de tous les temps, mais le Big Show... Après, on connaît moins bien, finalement, peut-être la jeunesse d'André le Géant qu'on ne connaît la jeunesse du Big Show. Parce que moi, j'ai connu le Big Show à Nitro, où il se prenait des perfect plex. Il mettait des dropkicks. Il mettait des missiles dropkicks. Il montait sur la 3e corde, j'allais dire oui. Mais en même temps, André le Géant faisait la même chose, me semble-t-il, en France. Il était extrêmement, puisqu'il a appris à catcher avec des catcheurs français. Notamment, je sais que le Petit Prince aussi
lui était... et le Petit Prince, c'était Rey Mysterio 50 ans avant, quoi. Si vous voyez des images, vous avez l'impression que c'est en vitesse accélérée, alors que non, le mec est en plus quasiment aveugle. Donc, il avait une très très mauvaise vue, il ne voyait rien sans ses lunettes, et était évidemment obligé de catcher sans. Donc, je sais qu'André le Géant était capable aussi de faire pas mal de choses aériennes, et était beaucoup plus mobile en début de carrière, quand c'était encore entre guillemets en noir et blanc, que quand nous on a vraiment commencé à le connaître à la WWE, où là c'était la fin et il était plus capable de faire grand chose. Mais c'est vrai, Kurt Angle, ça valait. Mais pour faire la comparaison, on l'a fait souvent avec les séries. Combien de fois tu t'as maté une série et l'un de tes personnages préférés, bon après évidemment c'est des séries, moi je pense à Walking Dead ou des choses comme ça, où un personnage que tu aimes beaucoup meurt. Mais parfois les mecs meurent, ça n'a pas été préparé, parfois c'est préparé et tu te dis 3 épisodes avant, tu te dis ah ouais bon lui bientôt c'est fini, hein, parce que tu sens qu'il est en train de dire au revoir à tout le monde, le mec il va aller acheter du pain et il fait ses adieux au mec, tu sais que je t'ai toujours aimé, ouais d'accord, le mec il va acheter une baguette, tu sais qu'il va crever au moment de payer quoi, mais il y a aussi pas mal de personnages parfois dans les séries qui meurent totalement, parce que c'est un peu ça, le personnage de Kurt Angle évidemment touche du bois, pour l'instant tout va bien pour lui, mais le personnage nous a quittés. Et les séries, quand un personnage meurt, bah ça y est, voilà, c'est fini. Parfois, il y a des flashbacks, des choses comme ça, mais il y a parfois des morts totalement anecdotiques, quoi. Et là, c'est vrai que c'est une fin un petit peu anecdotique. Mais on va terminer l'année 2017, je pense, lors du prochain épisode, pour pouvoir se diriger vers début 2018 et donc le prochain WrestleMania où tu es. Là, il y a aussi le Royal Rumble. Hein, il y aura le Royal Rumble également. Où beaucoup de petites anecdotes dans les coulisses. Parce que là, avec le fait qu'il y a le premier Royal Rumble féminin et le Royal Rumble masculin, bien sûr, beaucoup de monde et une manière très différente pour la WWE d'organiser les choses. Et là, je vous dirai vraiment tout ce qui s'est passé, mais c'est plutôt sympa. Là, pas d'énormes déceptions, désolé, hein, mais des moments très sympas et voilà. Bah écoutez, prochain épisode, donc on termine l'année 2017, l'épisode après, Royal Rumble 2018. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux le moment où je dis que Sony est une marque merveilleuse. D'ailleurs, parce que sinon je ne parle pas français. Bisous à tous, passez une très bonne fin de semaine, un très bon week-end. Et comme le disait Édouard Carpentier, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.